Ravi de vous retrouver pour cette rentrée et l'on va évoquer une rentrée particulière, la rentrée économique avec vous, Jean Pisani-Ferry. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, ancien commissaire général de France Stratégie. Vous aviez participé à l'élaboration du programme économique d'Emmanuel Macron avant de prendre vos distances, d'émettre un certain nombre de critiques sur la manière dont la politique économique était menée. Et puis, Surtout de faire autre chose. aussi, de continuer par exemple à publier des notes. Votre dernière note porte sur la transition écologique. Vous nous expliquerez pourquoi celle-ci pour vous sera brutale ou ne sera pas. Et puis j'évoquais aussi un peu l'esprit de cette rentrée pour nous à France Culture. Je disais que on allait particulièrement s'intéresser au débat d'idées, à la manière dont les idées menaient le monde. Et précisément en matière d'idées économiques, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant et d'assez fascinant. C'est la manière dont cette crise, dont la pandémie se déroule, car nous étions extrêmement pessimistes sur la manière dont celle-ci allait influer sur l'économie. Et puis aujourd'hui, c'est au contraire un vent d'optimisme qui souffle. Alors est-il justifié? Comment l'expliquer, Jean Pisani-Ferry? Alors, est-il justifié le variant Delta va laisser probablement un peu de traces. On voit qu'il y a dans le secteur de la restauration, ça a quand même eu quelques effets. Mais justifié, oui, parce que ce qu'on sait des derniers chiffres, c'est qu'au mois de juin, on était 2% en dessous du niveau de la fin 2019. Il faut se rappeler qu'au printemps, on était 5% en dessous, et au printemps 2020, on était 30% en dessous. Donc en fait, ce qu'on a appris à faire, c'est à concilier beaucoup mieux, en fait, les précautions sanitaires et la préservation de l'économie. Ce qu'on avait fait au printemps 2020, c'est que le coût économique de ce qu'il fallait faire d'un point de vue sanitaire a été astronomique. Par exemple, le secteur de la construction s'est complètement arrêté. Bon, au fur et à mesure de l'expérience, on a appris à faire mieux. Alors, il y a évidemment la situation sanitaire qui s'est améliorée, notamment avec les vaccins, bien sûr, mais il y a aussi l'arbitrage entre le sanitaire et l'économique, et ça, c'est en France, mais c'est aussi ailleurs. Enfin, c'est un apprentissage général. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, finalement, on peut presque vivre normalement avec le virus. Alors, sauf certains secteurs, vous évoquiez la restauration, j'imagine que pour le tourisme, c'est la même chose, mais il y a de moins en moins de secteurs qui souffrent, tandis qu'il y a des secteurs qui, eux, je mets le terme entre guillemets, mais pourraient profiter de la pandémie. Il y a des secteurs qui profitent de la pandémie. Tous les secteurs de l'information et de la communication, des technologies en profitent. Le secteur du commerce se porte actuellement plutôt bien. Il y a eu un rebond de la consommation. Donc, ce qui est frappant, c'est que donc macroéconomiquement, voilà à peu près où on en est. On espère pouvoir rattraper le niveau de la fin 2019 à la fin de cette année. Et puis ensuite, il va falloir continuer, parce qu'on aura quand même perdu 2 ans de développement économique. Mais dans une économie très perturbée. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est que maintenant, on est dans l'ère de la perturbation. Il y a des déséquilibres partout. Il y a des métiers en tension. Il y a des métiers dans lesquels on n'arrive pas à recruter. Il y a des gens qui veulent changer de métier. Il y a des secteurs qui sont encore à moins 20%. Il y en a d'autres qui sont à plus 10%. Il y a les exportations qui se portent mal. On a perdu nettement en exportation alors que la consommation et l'investissement se portent bien. On a des prix de l'inflation qui arrivent dans certains biens. Par exemple, le transport de containers, les semi-conducteurs, le bois, etc. Donc on a une économie dans laquelle on a eu ce choc qui était un choc global et maintenant c'est un choc qui serait une onde de choc qui serait partie partout dans l'économie et ça crée une situation très contrastée. Alors, il faut quand même que vous nous expliquiez cela, parce que l'idée selon laquelle on manque aujourd'hui de bras, qui est une idée mondiale. Le Wall Street Journal en parlait sur la Chine. La Chine manque de travailleurs. Ce matin, il y a un éditorial dans le Financial Times qui est consacré à ce thème. Et en France, on serait aujourd'hui au niveau de chômage de l'avant-crise. Comment expliquer que cette crise se solde par un manque de main-d'œuvre, alors qu'on avait peur que le chômage monte de manière terrible, Jean Pisani-Ferry? Alors, si on regarde la situation française, on n'y voit pas complètement clair, mais ce qu'on voit à peu près, c'est qu'en emploi, en taux d'emploi, on a rattrapé à peu près la situation d'avant-crise.
qu'en chômage, on a aussi à peu près au niveau d'avant-crise. Donc, en fait, le paradoxe, c'est quand même qu'il y a eu un choc violent et que ça ne s'est pas tellement traduit sur le niveau de l'emploi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a d'abord, en termes d'heures travaillées, on est en dessous. On est aussi à peu près à 2% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui travaillent, mais ils travaillent moins. Oui, et alors, les gens travaillent moins. Bon, il ne faut pas oublier, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la préservation de l'emploi, mais dans les catégories pour lesquelles les heures supplémentaires comptent, il y a des gens qui ont perdu pas mal. Mais ça fait partie de la perte de pouvoir d'achat dans les catégories populaires, le fait que les heures supplémentaires, des primes, etc., ont sauté. Bon, on est encore en heures un peu en dessous. Et puis, très probablement, il y a de la productivité dans les entreprises qui s'est pas réalisée normalement, puisque les entreprises étaient elles aussi en train de s'ajuster à cette situation assez particulière. Donc voilà. Alors, pourquoi on a cette pénurie ? En partie parce qu'il y a ces phénomènes sectoriels. Il y a des secteurs qui cherchent et puis des secteurs qui sont encore en sureffectif. Donc il y a des secteurs où on utilise encore le chômage partiel et puis d'autres qui cherchent des salariés. Et puis je crois qu'il y a aussi que les gens se demandent ce qu'ils veulent faire. Enfin, je veux dire, c'est un choc extrêmement violent pour tout le monde. Donc c'est un choc existentiel aussi qui incite... Et dans tous les pays, on dit la même chose. C'est-à-dire, vous savez, c'était le Monde qui racontait que dans les hôtels de l'Ouest américain, le dîner, c'était 4 jours par semaine, et le petit déjeuner, il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait pas de salariés. Alors, il y a aussi, par exemple, les phénomènes de migration qui ont beaucoup ralenti. Donc, chez les Britanniques, qui faisaient beaucoup appel aux migrations, ça s'est senti dans les activités de service. Voilà. Donc, c'est tout ça qui est... dont on recherche un nouvel équilibre et on ne l'a pas encore trouvé. Et puis alors, ce qui pourrait également y avoir comme conséquence, c'est en tout cas là aussi ce qui est évoqué dans la presse du jour, Jean Pisani-Ferry, c'est le fait que ce manque de main-d'œuvre incite à augmenter les salaires, puisque s'il s'agit d'embaucher, eh bien, l'une des manières de le faire, c'est quand même de proposer des salaires plus attractifs. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui est prévu, qu'on anticipe ou qu'on observe déjà l'augmentation des salaires ? On ne l'observe pas encore beaucoup dans les chiffres généraux. On le voit dans certains secteurs. Oui, on voit qu'il y a des augmentations de salaire. Alors, c'est particulièrement marqué aux États-Unis, puisque aux États-Unis, vous avez une politique de relance qui a été extrêmement vigoureuse, à la fois avec Trump et Biden, sur une économie qui était déjà, avant la crise, presque aux limites de ses capacités. Et donc on a des phénomènes sur l'emploi qui sont massifs, quoi, des pénuries massives, et on a des augmentations de salaire. Mais bon, au total, les salaires augmentent à peu près de 4% sur un rythme de 4% aux États-Unis, ce qui n'est pas tellement que ça. Donc, je voudrais supérieur à l'inflation. Oui, c'est supérieur à l'inflation, mais ce qui n'est pas anormal, c'est que les salaires, justement, on a évoqué justement la période de longue stagnation des salaires, notamment aux États-Unis. Oui, mais celle-là, elle s'était déjà terminée à la fin de l'ère Trump, où les bas salaires, parce qu'il y avait précisément des tensions sur le marché du travail, les bas salaires commençaient à remonter, les salaires des Noirs commençaient à remonter, les salaires des gens peu qualifiés commençaient à remonter, les gens revenaient vers le marché du travail, et ça s'est amplifié actuellement. Alors, un mot sur l'inflation, parce que la question, c'est on commence à agiter le spectre de l'inflation. On est dans une situation très particulière dans laquelle il y a des prix qui augmentent beaucoup. Le prix du transport de containers en provenance de la Chine a augmenté de manière astronomique. Il y a des prix qui restent relativement sages. Et l'important, c'est est-ce que les anticipations, est-ce que ce à quoi les gens s'attendent en matière d'inflation change ? Or, même aux États-Unis, c'est à peu près stable à 2%, et en Europe, il faut se rappeler qu'on est quand même en dessous de 2%, et on est en dessous de 2% tous les ans depuis 2011. Mais donc on est en dessous de notre cible. Est-ce que ça va durer, Jean Pisani-Ferry ? Parce que, aussi, de manière extrêmement concrète, on évoque par exemple une augmentation des pâtes de 23%, l'essence est au plus haut, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait son plein pour si cher. Ça, ce sont des nouvelles qui pèsent d'ores et déjà sur le portefeuille des ménages. Oui, mais je pense qu'il faut, si vous voulez,
parce que, justement, il y a des prix qui augmentent, il y en a d'autres qui n'augmentent pas, voire qui baissent, il faut laisser se faire cet ajustement. Il ne faut pas considérer que toute hausse de prix est le signal d'une inflation générale. Parce que ça, ce serait très mauvais. Il faut faire un peu confiance à la capacité à la fois de rééquilibrage de l'économie et à la capacité de productivité. Mais ce serait si mauvaise chose, l'inflation ? D'abord, non. Il faut le rappeler, notre objectif d'inflation, c'est 2% en Europe. On est en dessous de 2% régulièrement depuis 10 ans. Hein. Et donc, on était à 0,5% l'année dernière. Donc, si on a un peu plus de 2% l'année prochaine, éventuellement, c'est pas un drame. Hein, ça correspondra à l'objectif. Mais je dois dire aussi que moi, je fais assez confiance au fait que cette crise, ça a été aussi, pour toutes les entreprises, l'apprentissage de comment on peut travailler autrement. Et à un moment, elles vont se dire, bon, est-ce qu'on revient aux techniques d'avant ? Est-ce qu'on conserve ce qu'on a fait pendant la pandémie, sur le télétravail, sur un certain nombre de changements d'organisation, sur tout ce qui est méthode de paiement électronique, sur tout ce qui est e-commerce de manière générale. Et je pense que là, il y a un énorme gisement de productivité. Et donc, on peut faire confiance sur les capacités de rebond de l'économie. Mais ce qui tempère cette note optimiste, Jean Pisani-Ferry, c'est que, vous l'avez dit, l'économie a été, disons, très ralentie pendant 2 ans, avec probablement des conséquences en matière de formation, et il y a beaucoup d'inquiétudes. Parce que ça aussi, ça pourrait être la cause de ce manque de main-d'œuvre, sur le fait qu'il n'y a pas de possibilité pour certains secteurs de trouver du personnel qualifié, et comme les hommes se fournissent du travail les uns les autres, si des secteurs n'arrivent pas à embaucher, eh bien, il peut en résulter des goulots d'étranglement, voire du chômage pour d'autres secteurs. Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut accompagner ce mouvement de rééquilibrage, ce mouvement de formation, de reconversion des salariés, d'autant plus qu'on va avoir là-dessus la transition écologique, qui va être aussi une très grande perturbation. Donc on va être durablement dans une période dans laquelle l'économie ne se développe pas de manière homogène, elle se développe de manière très hétérogène. On peut aussi ajouter l'extraordinaire développement du numérique qui a été accéléré probablement par cette crise. Mais est-ce qu'on a un problème de formation en France, de formation de la main-d'œuvre ? Oui. On a un problème de formation initiale. Vous savez qu'il y a des enquêtes internationales qui regardent quelles sont les compétences des actifs. On est derrière la Pologne. Voilà. Donc, comment expliquer cela alors que nos dépenses en matière d'éducation sont supérieures à la moyenne de l'OCDE ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans la formation initiale, on a quand même un échec assez important dans la capacité du système éducatif à corriger les inégalités d'origine sociale. Les enquêtes, là, sont inquiétantes. Notre performance se dégrade. Ensuite, malgré les efforts qu'on fait en matière de formation professionnelle, et je pense que la réforme de la formation professionnelle, de ce point de vue-là, était une bonne chose, la réforme de l'apprentissage est une bonne chose, on se forme moins bien, moins précisément que dans un certain nombre d'autres pays. Donc, c'est pas encore complètement dans nos habitudes de dire dans la vie professionnelle, il y a des moments où on apprend de nouveaux métiers et c'est un investissement, et c'est un investissement qui vaut la peine d'être fait. Vous avez prononcé un mot qui aujourd'hui est un mot qui recouvre une situation extrêmement contrastée, le mot d'inégalité. Cette crise a augmenté les inégalités, Jean Pisani-Ferry ? Cette crise a été extraordinairement inégalitaire, oui, bien sûr. Parce qu'elle a frappé les différents métiers, les différents niveaux de manière très inégale. Tous les gens qui ont été en télétravail ont conservé leur emploi, ont conservé leur salaire. D'autres ont perdu leur emploi, les jeunes, évidemment, les précaires. Mais même ceux qui ont conservé leur emploi ont vu leur revenu baisser du fait des heures supplémentaires, du fait des primes, etc. Donc ça, c'est absolument considérable. Et puis en plus, il y a eu des effets de richesse énormes du fait de la baisse des taux d'intérêt. C'est-à-dire, l'augmentation de la valeur. Expliquez-nous comment ces choses-là se sont articulées. Les taux d'intérêt sont bas. En plus, les banques centrales ont fait ce qu'elles devaient faire, c'est-à-dire qu'elles ont dit au gouvernement, vous devez soutenir l'économie, vous devez soutenir les ménages, vous devez soutenir les entreprises. Nous, on vous assure. On vous assure que ce que vous allez faire, qui va provoquer un emprunt considérable, ça ne va pas induire une hausse des taux d'intérêt.
Donc elles ont bloqué les taux d'intérêt. Donc ça veut dire que les riches ont pu emprunter sans crainte de voir les taux remonter. Oui, ça veut dire que l'immobilier a énormément augmenté. On a une flambée des prix de l'immobilier partout. Alors, les gens qui possèdent de l'immobilier, évidemment, ce sont des gens à haut revenu. Et les actifs boursiers aussi. Mais justement, les fortunes boursières qui ont vu leur montant croître de manière considérable. Il y a des effets tout à fait étonnants à cet égard. Comment l'explique-t-on alors que les bourses, au début de la pandémie, étaient inquiètes et chutaient, Jean Pisani-Ferry? Elles ont chuté d'abord, et puis ensuite, elles ont commencé à regarder vers l'avenir. Elles ont regardé vers les entreprises qui allaient se développer, qui allaient bénéficier de cette crise. Et ce n'était pas très compliqué de voir qu'effectivement, il y avait des entreprises de technologie qui allaient en bénéficier. Et puis, ça s'est fait sur une base de taux d'intérêt extrêmement bas. Et comme la bourse valorise les profits futurs, plus les taux d'intérêt sont bas, plus le niveau boursier est élevé. Mais c'est ça justement qu'on ne comprend pas, parce que les profits futurs, rien n'est assuré, rien n'est garanti. Alors, le numérique a beaucoup profité de cette crise, mais le reste, Jean Pisani-Ferry? Le reste, oui, aussi les entreprises, par exemple, de la transition écologique. Je regardais Tesla. Tesla vend, le constructeur automobile de voitures électriques. Il vend 14 fois moins de voitures que General Motors. Il vaut 14 fois plus cher en bourse. Vous vous rendez compte? C'est ça qui s'est passé. Et ça s'est passé dans les 3 dernières années. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'anticipations sur cette transition, la manière dont elle va se dérouler. On va en parler dans une vingtaine de minutes avec vous, Jean Pisani-Ferry, puisque vous avez publié une note à ce sujet. Et pour vous, cette transition, elle sera brutale. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po et ancien commissaire général de France Stratégie. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous retrouvons notre invité Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po. Vous avez publié le 18 août dernier une note par le Peterson Institute for International Economics, un cercle de réflexion basé à Washington. Cette note portait le titre suivant: La politique pour le climat est une politique macroéconomique et ses implications seront fortes. Elles seront fortes. Mais avant d'évoquer cette note, Jean Pisani-Ferry, il faut continuer à nous décrire ce monde du Covid, non pas de l'après-Covid, puisque nous y sommes encore. On évoquait à la fois l'optimisme qui est là, les inégalités qui sont là aussi, et puis les inégalités entre les nations, elles aussi, elles sont sensibles. Expliquez-nous pourquoi. Parce que les pays émergents et surtout les pays pauvres se sont trouvés dans une situation beaucoup plus difficile. D'abord, évidemment, sur le plan de la vaccination. Le taux de vaccination dans les pays pauvres, c'est 2%. Nous, on est à plus de 70%. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens budgétaires de soutenir l'activité, parce que simplement, ils dépendent des marchés, et ils n'ont pas eu la possibilité d'emprunter dans leur propre monnaie avec une banque centrale derrière eux qui les soutient. Donc, ils ont fait beaucoup moins de soutien budgétaire. Et puis, pour un certain nombre, ils sont aussi dépendants d'un commerce mondial qui a été perturbé. Donc tout ça crée une situation qui est exactement l'inverse de celle de la crise financière. La crise financière, c'est la crise des pays avancés. Et les pays émergents passent à travers. Simplement parce qu'ils n'ont pas de système financier développé, ils sont pas directement atteints, ils sont atteints indirectement et très vite ils se redressent. Celle-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire les pays avancés s'en sortent plutôt bien parce qu'ils ont la capacité de répondre, à la fois sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan économique. Les pays en développement ou les pays pauvres sont clairement dans une situation beaucoup plus difficile et qui va durer. Et là-dessus se posent en plus toutes les questions sur l'avenir de la mondialisation, la manière dont va se rééquilibrer le commerce international, les politiques de souveraineté, ce que ça va impliquer. Donc, beaucoup de questions là-dessus. Oui. Vous venez d'évoquer les banques centrales. Il y a une réunion en ce moment à Jackson Hole aux États-Unis des banques centrales. Je ne sais pas si c'est la réunion des druides dans la forêt des Carménites, mais en tout cas, il y a des décisions qui sont attendues. À quoi servent-elles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend d'elles? Encore une fois, elles ont permis aux États de faire ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire que, vous savez, pendant tout un temps, ce sont été les grands prêtres de la stabilité des prix. Ensuite, ce sont des gens qui se sont trouvés mis en cause par
le fait qu'ils n'avaient pas très bien surveillé le système financier. Alors, ce n'était pas toujours eux, il y avait des autorités de régulation, mais enfin, elles étaient partie de ce monde qui avait laissé la crise financière se développer. Et puis là, on les a vus réagir à la fois directement et construire une espèce de coopération de fait avec les États pour leur permettre d'emprunter et de répondre à la situation. Mais je pensais qu'elles devraient être indépendantes des États. Oui, elles sont indépendantes. Elles sont restées indépendantes. Mais c'est pour ça que je parle d'une coopération de fait. C'est-à-dire que, de fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la relance économique, de la dépense publique, avec un soutien monétaire. Alors, si les gouvernements avaient demandé aux banques centrales de le faire, ça aurait été illégal, mais ils n'ont pas demandé, simplement, il y a eu cet accord sur le fait que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, on est entré, en fait, dans une période très différente du point de vue de la coopération entre les États et les banques centrales. On a vécu avec cette idée qu'il fallait une muraille de Chine entre les deux. Ça, c'était l'héritage de la grande inflation. C'était la conception allemande de la politique monétaire. C'est celle qui a inspiré, d'ailleurs, la constitution monétaire européenne. Et puis, on est en train d'en sortir. Et on est en train probablement d'en sortir pour une certaine durée, parce qu'on se rend compte aussi que dans le contexte dans lequel on est, macroéconomique, on va avoir besoin de cette coopération de manière plus régulière. Mais alors, justement, puisque j'évoquais, c'est la rentrée pour tout le monde, et c'est la rentrée aussi pour France Culture, Jean Pisani-Ferry, et on évoquait l'importance que l'on allait attacher aux idées, à la manière dont celles-ci pesaient sur notre réalité, sur la réalité sociale. Le fait que les banques centrales aient participé à un endettement aussi important des États, puisqu'on n'a jamais vu ça, à des interventions massives, y compris dans des pays qui étaient extrêmement réticents à faire des interventions de l'État. A-t-on affaire à un nouveau paradigme économique, à une sorte de nouveau monde, puisque rien ne se passe comme prévu, et des États qui étaient extrêmement conservateurs et prudents sur les relances à effectuer, y sont allés de manière très large. Alors d'abord, les États conservateurs et prudents, et on peut nommer l'Allemagne, en fait, ils ne sont pas toujours conservateurs et prudents. Si vous voulez, quand vous parlez à un Allemand, il vous dit nous, on a financé la réunification allemande avec de l'endettement, on a répondu à la crise financière avec de l'endettement, et on répond à la crise Covid avec de l'endettement. Simplement, entre-temps, on réduit la dette. Voilà, ça, c'est la conception allemande. Donc, ils ne sont pas systématiquement contre l'intervention publique. Ils sont contre la régulation fine, mais face à des grands chocs, ils savent que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, sur le plan des idées, oui, je pense qu'il se passe des choses importantes. Je veux dire, on a, dans le domaine de l'économie, on a eu la grande révolution conservatrice des années 80 qui faisait suite à l'inflation, qui faisait suite à toutes les difficultés des années 70. On a quand même l'impression que cette période se termine, ou c'est largement terminé, parce qu'on a devant nous des problèmes différents. On a été obligé d'agir de manière très pragmatique par rapport à cette crise Covid. On va maintenant rentrer dans une économie qui va être très dominée avec les questions de transition écologique, typiquement, qui vont appeler une forme d'intervention publique différente. Donc c'est terminé l'idée du laisser-faire ? L'idée du laisser-faire, je crois, oui. L'idée du marché, non. Si vous voulez, il ne s'agit pas de caricaturer en disant on passe d'une économie de marché à une économie de planifiée. Non, on passe d'une économie dans laquelle on disait le marché s'autorégule à une économie dans laquelle on dit on a besoin du marché, mais on a besoin de lui donner des directions. Et ça, c'est la responsabilité des politiques publiques. Et il y avait aussi un autre gros mot, c'était la souveraineté nationale, la relocalisation. On était extrêmement, là aussi, réticents à le faire. Je dis on, les gouvernements. Ils considéraient que les échanges internationaux étaient la clé de meilleures situations économiques pour les individus, les ménages et aussi pour les entreprises. C'est terminé ? Alors, ce qui est terminé, c'est l'idée que le marché mondial vous donne une assurance, qu'on peut toujours tout se procurer à tout moment. Ce qu'on a appris dans cette crise, c'est que par rapport à un choc commun, le marché mondial ne vous donnait pas cette assurance. C'est qu'on a payé... d'abord, on s'est battu pour obtenir des masques, on s'est battu pour obtenir des produits pharmaceutiques, on a payé des prix astronomiques, etc. Donc la question de savoir quelle est sa dépendance à l'égard de quelques producteurs, dans certains cas de 2 ou 3 producteurs dans le monde qui se retrouvent plus souvent localisés en Chine, cette indifférence, c'est terminé. L'idée qu'on va tout relocaliser, non.
Notre problème, c'est pas qu'on fabrique pas de paracétamol. Vous savez, on peut faire des stocks de paracétamol. Et la réponse à cette crise sur le plan vaccinal, ça a été une extraordinaire mise en place de chaînes de valeur mondiales pour produire les vaccins. Parce qu'il ne s'agissait pas simplement de les découvrir, il s'agissait de les produire. On a quand même produit 4 milliards de doses. Pour produire 4 milliards de doses, ce qui s'est mis en place, c'est une espèce de mondialisation assez différente, mais dans lesquelles, si vous regardez, il y a un article qui fait ça, si vous regardez les chaînes de production, elles sont extraordinairement diversifiées sur le plan mondial. Mais ça veut dire, malgré tout, qu'on peut imaginer, par exemple, une réindustrialisation de la France. Certains l'appellent de leur vœu. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? La réindustrialisation, oui. Je pense que moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est le risque de décrochage dans un certain nombre de domaines qui étaient nos points forts traditionnels, qui ont été atteints. Lesquels? L'aéronautique, l'aéronautique, la pharmacie, c'était un point fort traditionnel. On a vu qu'on n'était pas au niveau où il fallait. On a des points traditionnellement forts, mais on est les producteurs peut-être les plus faibles dans l'automobile. Je veux dire, il y a Tesla dont on parlait tout à l'heure, il y a les Japonais, il y a les Allemands, et puis il y a nous derrière. Donc on risque de subir le choc de l'ajustement de l'industrie automobile. Donc il y a un gros sujet, oui, de capacité de se porter sur des nouveaux secteurs, de réindustrialiser. Il ne s'agit pas de faire de la politique industrielle dans les années 80. Mais oui, il y a un sujet, effectivement, de capacité d'innovation et de capacité de production. Oui, mais alors, il y a aussi, et vous le citiez tout à l'heure, vous disiez, finalement, cette crise a montré qu'y compris sur des secteurs à basse technologie, low-tech, comme on dit en anglais, eh bien, on en était extrêmement dépendant. On a manqué de coton-tige, ce qui n'est pas une technologie extrêmement sophistiquée. Est-ce que ça signifie que sur des secteurs comme, je ne sais pas, le textile, que la France a progressivement déserté, il est de notre intérêt de les réinvestir, Jean Pisani-Ferry? Oui, il est notre intérêt de les réinvestir, mais réinvestir le textile, c'est pas de produire des t-shirts, c'est d'intervenir avec la création, avec ce qu'on fait très bien d'ailleurs d'autres pays, les Espagnols avec le fast fashion, quoi qu'on en pense, industriellement, c'était une idée très très forte et qui a donné cet effet d'industrialisation en Espagne. Donc oui, et il y a aussi des textiles techniques, par exemple, sur lesquelles on peut faire on peut être très compétitif. Mais quand vous dites les cotons-tiges, si vous voulez, il y a une question qu'il faut se poser maintenant systématiquement, c'est quelle est notre dépendance, quelle est notre capacité de répondre à des chocs. Ça, l'imprévoyance, c'est fini. Mais la réponse à l'imprévoyance, ça peut être de diversifier ses fournisseurs, ça peut être de faire des stocks, ça peut être de produire. Et la réponse n'est pas toujours la même. Jean Pisani-Ferry, on l'a évoqué, ce choc de la transition écologique, pour vous, il doit être brutal. Pourquoi ? Ah non, je ne dis pas qu'il doit être brutal, je dis qu'il est forcé qu'il soit brutal. Ou il ne sera pas, c'est ce que je voulais dire. Si vous voulez, si vous regardez ce qu'on a fait depuis, le point de repère pour tout le monde, c'est 90. Entre 90 et maintenant, on a baissé nos émissions en Europe de à peu près un quart. Il va falloir faire plus que ça dans les 10 prochaines années. C'est ça qu'on s'est fixé. Moins 55% par rapport à 90. C'est énorme. C'est-à-dire on doit aller 3 fois plus vite. Et comme on doit aller 3 fois plus vite, parce qu'on a traîné, parce qu'on a prétendu qu'on allait faire, mais on a fait très lentement. Parce qu'on doit aller 3 fois plus vite, ça va être brutal au sens où on ne va pas pouvoir attendre que les machines soient en fin de vie, où les bâtiments doivent être renouvelés, etc., et renouvelés par des bâtiments plus efficaces, ou des technologies plus efficaces. On va être obligé de mettre à l'écart une partie de notre capital, une partie de nos capacités de production. Ça va aller beaucoup plus vite. Regardez ce qui se passe dans l'automobile. On expliquait aux constructeurs chaque fois qu'il fallait améliorer un peu la performance de leur gamme. Maintenant, on leur dit, on va probablement leur dire, en 2035, vous ne vendez plus une seule voiture thermique. Ça veut dire que tout l'appareil de production consacré à faire des moteurs de voitures, il n'a pas d'avenir. Voilà. Est-ce réaliste ? Si on reprend l'exemple de l'automobile. Oui, je crois, oui.
Je pense qu'on peut le faire, mais c'est un choc violent. Parce que c'est un choc ce violent. choc, toujours pour reprendre l'exemple que vous évoquez là, Jean Pisani-Ferry, ça signifie pas seulement qu'on aura des moteurs qui seront des moteurs électriques plutôt que des moteurs thermiques. Ça, à la limite, c'est presque indifférent pour la plupart des conducteurs. Ça veut dire que la totalité de la filière va devoir être mise à plat. Les garagistes, les pompes à essence, bref, la totalité de cet écosystème qui est autour de l'automobile, il va devoir changer rapidement. Il va devoir changer rapidement et on va passer à un écosystème qui sera moins intensif en emploi. Parce que construire une voiture électrique, même si c'est avec une usine de batterie française, ce sera moins intensif en emploi que de construire. Et réparer une voiture électrique, ce sera moins intensif en emploi que de réparer une voiture thermique. Donc oui. Alors on aura des créations d'emplois, par exemple dans l'isolation des bâtiments. On aura des créations d'emplois dans de nouveaux secteurs, dans des nouvelles techniques agricoles, etc. Mais la mutation que ça implique va être énorme. Et donc le choc va être considérable et il va être brutal. Donc moi ce que je dis, c'est ne nous racontons pas que tout ça, c'est une transition douce, qu'on va créer simplement des bons emplois, que tout ça va bien se passer. Acceptons la réalité que c'est un choc violent. Mais le processus va-t-il être vertueux? Est-ce qu'on est aujourd'hui incapable de le savoir? Toujours pour reprendre cet exemple des voitures électriques, Jean Pisani-Ferry, on peut imaginer qu'à la manière exactement dont se déroule cette crise du Covid, s'il y a des aides, s'il y a des investissements massifs, cela puisse avoir des conséquences importantes et bénéfiques sur l'économie, ou bien, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, y compris des œufs électriques, là. Oui, ça peut avoir des conséquences positives, bien sûr. Ça va solliciter effectivement de l'intervention publique, ça va solliciter de la dépense publique, et ça va solliciter beaucoup d'investissements, y compris d'investissements privés, des entreprises, des ménages, etc. Donc oui, ça va avoir des effets d'entraînement. Mais en même temps, si vous voulez, quand on dit on va mettre à l'écart une partie de notre stock de capital, on va réduire notre capacité de production. Donc on va créer cette perturbation. Et on va devoir, en gros, pour faire simple, investir plus pour produire différemment, mais la même quantité. Voilà. Et donc, en termes de consommation, en termes de bien-être des ménages, à terme, ils sont gagnants, mais dans l'immédiat, non. C'est un peu, si vous voulez, comme quand vous dites, il faut faire du réarmement pour nous protéger contre une menace. Bon, on est obligé d'investir, on est obligé de distraire des ressources de la consommation, des productions immédiates pour ça. Jean Pisani-Ferry, on a vu aussi quelles pouvaient être les conséquences sociales de la transition écologique. On évoquait les inégalités nées de la crise du Covid. On a vu que des mesures telles que la taxe carbone pouvaient avoir des conséquences sociales. Là aussi, est-ce bien raisonnable? Si on prend la voiture électrique, c'est un autre exemple rêvé, parce que beaucoup de ménages ont aujourd'hui de vieilles voitures qui ne peuvent pas changer pour des raisons économiques. On va leur dire d'acheter des modèles beaucoup plus onéreux parce que ceux-ci fonctionnent à l'électricité. Si on fait de la taxe, il va falloir redistribuer entièrement le produit de la taxe. La taxe, en 2018, celle qui a provoqué les gilets jaunes, on a consacré un quart du produit de cette taxe à aider les ménages. Bon, il faut consacrer 100%. Ça, on l'a compris maintenant. Mais probablement, ça ne suffit pas à la rendre acceptable. Hein. Mais parce que vous savez comment... Non, mais on peut faire beaucoup. Hein. Donc il y a ça comme réponse, mais je pense que au-delà de ça, il y a toute la question de mutation des modes de vie. Il y a des modes de vie, par exemple, de l'habitat, qui vont être mis en cause très profondément par cette transition. Donc, oui, mais là aussi, si on pense par exemple à la suppression des chaudières à fioul. On voit là aussi que ça va supposer des dépenses, et ce sont les ménages modestes qui vont avoir le plus de difficultés à utiliser d'autres moyens pour se chauffer. Oui. Et ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va falloir faire un effort important de redistribution. Je pense que la transition écologique ne se fera pas sans un effort important de redistribution en faveur de ceux qui sont les plus directement touchés. De nouvelles taxes ? Pourquoi pas ? Sur le plan économique, on voit le calcul, mais sur le plan politique, Jean Pisani-Ferry. Sur le plan politique aussi, parce que, si vous voulez, on a dit que cette crise est extraordinairement inégalitaire. La transition écologique, elle va être aussi très, très inégalitaire. Les gens des métropoles,
il ne va pas se passer grand-chose pour eux. Ils prennent le métro, ils prennent le train, ils vivent dans des logements qui ne sont pas tellement des passoires thermiques. Donc les classes moyennes supérieures, au fond, ce n'est pas très grave pour elles, la transition écologique. Bon. C'est beaucoup plus important pour les gens qui vivent dans des territoires ruraux, pour les périurbains, etc. Donc oui, il va se poser la question de savoir qui porte le poids et comment on répartit cette charge. Et ça, oui, ça supposera un sujet fiscal. Mais vous avez quand même un problème, vous les économistes, Jean Pisani-Ferry, parce que on voit que le coût des externalités, les conséquences d'un certain nombre de phénomènes écologiques, phénomènes de la pandémie, parce qu'on voit le coût qui est un coût abyssal de cette pandémie qui n'avait jamais été chiffré. Tous ces phénomènes-là, on en voit les coûts, mais à l'avance, on a du mal à les anticiper. Est-ce que vous pensez vraiment que les mentalités peuvent changer ? C'est la grande question, si vous voulez. C'est pour ça aussi que je dis il faut maintenant regarder les choses en face. Il faut pas raconter des histoires. On n'a plus le temps de se raconter des histoires. Il faut regarder il faut que les gouvernements, il faudrait que cette campagne dise la transition écologique, voilà ce que ça implique. Vous trouvez que ça commence bien à cet égard ? Pas forcément, non. Pas forcément. C'est assez modeste comme prix. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit vraiment au centre de la campagne. J'aimerais beaucoup que ça y soit. Mais justement, est-ce que ça veut dire qu'une prise de conscience à l'échelle mondiale, parce que là aussi on l'a vu malgré tout pour la taxation des multinationales, bref, un certain nombre de sujets qui étaient des serpents de mer sont devenus quand même beaucoup plus concrets. On est près d'un accord, oui, d'un vrai accord. Et donc c'est ce que vous espérez aussi pour la transition écologique. Oui. Ce qui est clair, c'est que l'opinion a changé. La crise Covid, ça a été une prise de conscience globale du fait que c'était une espèce de modèle réduit de la transition du problème du climat. Donc on s'est rendu compte de notre vulnérabilité. Donc il y a une mobilisation de l'opinion sur le plan mondial. Maintenant, entre cette prise de conscience et l'acceptation de ce que ça implique, il y a évidemment un pas, et c'est un pas assez lourd. Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po, chercheur affilié au Peterson Institute for International Economics.